tous, à toutes. Nous remercions la coordination bretonne pour cette invitation. Merci de nous donner la parole pour ainsi mettre en lumière notre pratique et expertise, sujet que nous rencontrons quotidiennement dans notre pratique en lien avec le patient, son entourage et l'équipe professionnelle pluridisciplinaire. Nous vous proposons une présentation à deux voix qui vient explorer les politiques sociales et préciser l'expertise de la pratique professionnelle de l'assistante sociale. Je vais mettre là pour voir. Donc il nous semblait nécessaire de commencer par présenter, mais très rapidement, rassurez-vous, le rôle des politiques sociales. Donc les politiques sociales, c'est un pan des politiques publiques qui viennent traiter d'une question sociale, donc un problème collectif qui met en cause la cohésion de la nation et interroge la capacité de la société à garantir l'égalité et la solidarité entre ses membres. Donc il y a des politiques qui sont créées, c'est une réponse qui est organisée par l'État ou par la collectivité, par exemple dans les mairies. Et le but, c'est de réduire les inégalités, de protéger les personnes vulnérables et de préserver le lien social. Et dans tout ça, c'est quoi la place des travailleurs sociaux ou du travail social ? C'est un vecteur opérationnel des politiques parce qu'il va les mettre en œuvre. Et puis aussi, un deuxième volet qu'on connaît moins, c'est qu'on va faire des retours aux politiques en précisant pouvoir adapter les dispositifs au fur et à mesure avec le retour concret du terrain et les expériences des personnes qui bénéficient des dispositifs. Donc c'est une question avant tout de société et par rapport au vieillissement de la population et puis de l'augmentation des maladies chroniques, puisqu'on est bien là dans le champ des politiques pour les aidants. Et l'idée, c'est de trouver le juste équilibre entre la solidarité familiale et la solidarité publique. Donc les aidants, c'est vraiment un rôle essentiel dans l'accompagnement de leurs proches. Donc on a eu plusieurs témoignages ce matin. Et c'est aussi une richesse qu'on apporte à la société. Et en même temps, ils ne peuvent pas à eux seuls répondre à tous les besoins. Donc c'est là aussi où il y a des interventions, donc des politiques publiques et puis différents dispositifs qui sont mis en place. C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc les grands dispositifs et les politiques en faveur des aidants, c'est très récent. Avant les années 2000, il y avait vraiment des choses qui ont été mises en place pour l'accompagnement de la personne aidée. Et à chaque fois, c'est plutôt des catégories de personnes. Plutôt personnes âgées d'un côté et personnes en situation de handicap de l'autre, mais on ne parlait pas des aidants. Et ça commence vraiment à partir de 2005, avec une loi qui va vraiment mettre beaucoup de choses en œuvre pour les personnes en situation de handicap, et où là, on va commencer à parler du rôle des aidants, et on va leur permettre d'être rémunérés pour les actions qu'ils peuvent avoir auprès de leurs proches, notamment dans le cadre de la prestation de compensation du handicap. Donc ça, c'est sur le volet du handicap en 2005. Mais du coup, c'est un certain clivage avec les autres accompagnants qui vont accompagner des personnes malades ou des proches avec une personne âgée en perte d'autonomie. Et en 2015, c'est vraiment là où il y a une définition juridique qui est mise en œuvre pour les proches aidants dans la loi du 28 décembre 2005 relative à l'adaptation de la société et au vieillissement donc de la population. Et donc là, comment on définit un proche aidant ? Donc c'est un proche qui a plutôt un lien familial. Donc c'est ce qu'on disait auparavant, on appelait ça plutôt les aidants familiaux. Mais ça peut être aussi un proche au sens plus large. Donc Hubert en parlait dans sa présentation là pour les derniers secours, les voisins, les amis, en tout cas l'entourage. Et c'est quelqu'un qui va apporter une aide régulière,
non professionnel auprès d'une personne qui est soit en situation de maladie, de dépendance ou de handicap. Et donc avec tout ça, il y a un certain nombre de dispositifs qui ont été mis en place. On a commencé pour les aidants à leur proposer des congés d'accompagnement, et c'est dans les soins palliatifs que c'est arrivé en premier, en 99. Mais c'est un dispositif qui permet de pouvoir être auprès de son proche, d'avoir une suspension de son contrat de travail, mais on n'est pas rémunéré pendant ce temps-là. Et au fur et à mesure, ces congés vont il va y avoir des nouveaux qui vont être créés. Donc, ce qu'on appellera le congé proche aidant ou de soutien familial. Et puis, à partir de 2010 pour les personnes qui accompagnent un proche en fin de vie, là, il y a une allocation qui permet d'avoir des ressources pendant ce temps-là. 2020 pour les personnes qui accompagnent des proches aidants en situation de handicap ou des personnes âgées en situation de dépendance. Voilà, donc ça se fait au fur et à mesure, mais on va parler maintenant de façon un petit peu plus concrète de qui sont les aidants, et puis on va le poursuivre après avec des situations, des exposés de situations cliniques. Les aidants sont, dans la majorité des cas, en lien avec un lien de parenté avec l'aidé. Ça peut être les conjoints, les parents. Du coup, on a aujourd'hui 11 millions de personnes en France qui sont aidants. Soit un Français sur 4 est aidant. Un chiffre qui englobe des réalités très différentes entre ceux qui apportent une aide ponctuelle et ceux qui vivent avec l'aidé. Les besoins des aidants sont de fait également très divers. Et on a aussi du coup 60% quand même qui sont des femmes. La tranche d'âge la plus concernée est de 55 à 65 ans, donc on voit aussi que sur ces personnes aidantes sont aussi en situation de travail. Donc c'est comment on vient accompagner et faire la part vie privée, vie professionnelle avec cette part d'aidance, effectivement. Donc les aidants, en fait, viennent souvent accompagner. Alors, c'est faire la différence avec ce qui est du quotidien, faire les courses, faire le ménage, et en fait, à quel moment on est aidant et à quel moment, en fait, ça fait partie de notre vie et du quotidien. C'est vrai que dans un couple ou dans une vie, dans une sphère familiale, chacun a un peu un rôle. Et du coup, on s'aperçoit quand même que quand on se pose et quand on discute avec les familles ou les personnes aidées, finalement, on s'aperçoit que les frontières ou les rôles peuvent être inversés. Enfin, c'est ce qu'on se disait aussi tout à l'heure. Donc les tâches que font principalement les aidants, ou en tout cas ce qu'ils vont nous évoquer avec nous dans les entretiens, c'est tout ce qui va concerner les activités domestiques. Et ce que disait Nadège, c'est là où la frontière elle est assez floue. Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie du quotidien, ou est-ce que là c'est vraiment une aide spécifique ? Le soutien moral et affectif, ça c'est vraiment quelque chose qu'ils vont évoquer de façon très forte. L'aide pour les actes élémentaires, se laver, s'habiller, se nourrir. Et c'est là où ils disent aussi qu'on peut devenir l'aide-soignant de son proche, le soignant. Il y a tout un pan qui concerne la coordination entre les acteurs. Donc en fonction de la situation, il peut y avoir un nombre important d'intervenants à domicile. Et là aussi, on ne sait plus qui on doit appeler, qui va faire quoi, à quel moment. L'aide ménagère qui devait venir n'est pas venue. Comment on fait tout ça et retrouver des nouveaux professionnels. Ça, c'est très chronophage et c'est vraiment aussi de comprendre la complexité de tous les parcours et des dispositifs. Et on revient aux politiques sociales qu'on parlait au départ.
Donc ils peuvent avoir l'impression d'être le chauffeur de taxi pour gérer tous les transports. Ils peuvent apporter une aide financière. Et là, on va voir dans les témoignages, c'est peut-être plus des proches qui habitent à distance, hein, donc ils ne sont pas en proximité géographique, et ils vont aider à financer par exemple les heures d'aide à domicile ou pour les courses ou un certain nombre de choses qu'ils ne peuvent pas faire puisqu'ils sont à distance. Donc toute la partie de la gestion des dossiers de demande d'aide, les tâches administratives. Et nous, on sait combien ça nous prend du temps, c'est chronophage quand on doit faire un dossier auprès de la maison départementale du handicap ou une allocation de personnes personnalisée d'autonomie, une demande d'APA. Donc pour les profanes, hein, pour les personnes qui n'en ont jamais fait, c'est complexe. Et puis quelque chose qui prend énormément de temps, c'est toute la surveillance diurne et nocturne. Ils sont vraiment là pour veiller sur leurs proches et c'est une surveillance de tous les instants. Donc par rapport à tout ça, ce que vont dire les aidants de la fonction d'aidance, c'est qu'il y a des effets qui vont être bénéfiques hein, sur l'estime de soi. On est fiers de pouvoir apporter cette aide. On va tisser ou consolider des liens avec la personne aidée, vraiment le renforcement du lien affectif, un sentiment d'utilité et de contribution, une valorisation sociale et familiale, mais qui a aussi toute une contrepartie où d'être aidant, d'être accompagnant, c'est une énorme fatigue, une mauvaise qualité de sommeil, une charge mentale qui est importante, c'est le fardeau qui pèse sur les épaules, c'est ressenti vraiment comme pesant. Et puis, il va y avoir aussi des pertes de revenus quand on s'arrête de travailler pour être auprès de son proche, des carrières professionnelles qui vont être mises entre parenthèses, et puis un certain isolement. Hein, on se retrouve seul, confronté à la situation. Donc, il y avait la journée des aidants, c'est le 6 octobre. Et au cours de cette journée, là, il y a la Ligue contre le cancer qui a sorti une étude et qui disait que par rapport aux personnes qui ont été interrogées dans ce cadre-là, les aidants sont particulièrement exposés aux envies de suicide. C'était 1 sur 5 qui avaient déjà envisagé de mettre fin à ces jours dans cette étude. Ils sont aussi vraiment exposés aux consommations à risque et puis à la dépression. Donc c'est lourd, c'est un rôle... voilà. Il ne faut pas qu'on minimise loin de là. On a décidé de vous présenter deux situations. Donc dans un premier temps, une situation d'une personne aidée de moins de 60 ans. Et à l'inverse, du coup, la deuxième situation sera une personne aidée de plus de 60 ans. Donc là, la situation pour la personne de moins de 60 ans, donc on est... face à une problématique donc d'un monsieur qui a 45 ans, qui est marié, qui a 3 enfants, dont 2 mineurs et un tout jeune majeur, en activité professionnelle, salarié d'une entreprise privée, pour qui une maladie grave a été diagnostiquée. Et il arrive dans le service, en fait, quand la maladie est évoluée, donc depuis plusieurs années, hein, ça fait déjà 5-6 ans que la maladie évolue, avec une perte d'autonomie importante et des troubles cognitifs. Donc l'épouse de monsieur exerce toujours une activité professionnelle. Donc dans cette situation-là, du coup... Donc dans cette situation-là, effectivement, on est face à une situation où on a des répercussions sociales que Anne, du coup, va vous présenter. En tout cas, c'est comme ça qu'on va, nous, évaluer les situations. Et si on avait fait le choix de présenter une situation de moins de 60 et une de plus de 60 ans, parce que c'est vraiment ça qui va différencier les types d'aides qui vont être possibles. Hein, moins de 60 ans va être plutôt dans le registre du handicap et plus de 60 ans plutôt dans le registre des personnes âgées dépendantes. Et donc là, en l'occurrence, pour cette situation, ce qu'on avait pu repérer, c'était un déséquilibre familial lié à la maladie grave qui va faire repenser la place de chacun dans la famille.
Des questions autour de la parentalité, parce que monsieur, il n'est plus en capacité d'exercer son rôle avec ses troubles cognitifs. La perte de revenus. L'épouse avait diminué son temps de travail, et puis monsieur étant en arrêt de travail, les ressources sont moindres, même s'il y a des complémentaires, ça ne correspond pas à la totalité du salaire auparavant. Une question par rapport au logement, puisque là c'était un logement de fonction. Donc qu'est-ce qui va se passer? Peut-il rester? Combien de temps encore dans le logement? Et qu'est-ce qui se passera après le décès? Donc la question des solidarités familiales. Donc c'est une situation que Nadège a accompagnée, et là c'était l'épouse qui était très présente, mais il n'y avait aucun autre membre de la famille, donc absence de l'entourage autre. Et ce que tu avais pu repérer, c'était une honte du regard des autres sur leur situation, donc ils n'avaient pas envie de pouvoir l'exposer plus, et ils étaient du coup très, très refermés sur eux. Et puis il y avait tout ce rôle de devenir proche aidant pour l'épouse et pour les enfants. Oui, parce qu'effectivement, donc c'est un monsieur qui est venu 2 fois en hospitalisation. Donc sur la première hospitalisation, on sentait qu'on avait du mal à venir discuter, échanger, rentrer dans la sphère familiale, comprendre en fait ce qui se passait à la maison. Une dame qui semblait épuisée, mais qui ne savait pas en tout cas déterminer ce qui l'épuisait, et en même temps avec du coup des enfants dont en grande difficulté, qui avant déjà la maladie de son père étaient suivis par des professionnels, des médecins. Donc du coup la maladie et le fait de la perte d'autonomie du patient, et surtout des troubles cognitifs avec un patient qui pouvait ne plus reconnaître ses enfants. Donc c'est comment on accompagne ces questions-là, et c'est vrai que ça avait explosé aussi au niveau du garçon. Donc il a fallu prendre du temps avec la dame, rencontrer les enfants, en tout cas ceux qui étaient d'accord de venir discuter, échanger. Et là en fait on a compris sur la deuxième hospitalisation que le domicile était complexe. Pourquoi? Parce que monsieur tombait beaucoup, très souvent la nuit. Donc madame en fait ne pouvait pas relever son mari tout seul. Donc elle réveillait ses enfants pour qu'ils viennent en fait relever leur père. Donc ça questionne effectivement, et comment on va venir financer des aides financières, financer en fait les aides et en même temps comment la personne va accepter aussi d'avoir des aides au domicile. Donc effectivement, il a fallu se questionner sur le fonctionnement de la famille, s'il y avait un entourage à proximité ou pas. Donc là, en l'occurrence, il n'y avait pas. Et c'est vrai que la question qu'on s'est posée aussi, c'est qu'est-ce que l'entourage plus global a compris de la situation, puisqu'on sentait qu'il ne fallait pas dire ce qui se passait à la maison. Donc dans les dispositifs, finalement, il y a surtout du droit commun. Donc là, en l'occurrence, c'était la constitution d'un dossier auprès de la MDPH qui est long, qui est lourd à porter. Il faut bien spécifier les besoins, et en même temps, l'aidant a des difficultés à spécifier les besoins, puisque c'est des choses qu'il fait au quotidien. On oriente aussi vers les groupes de parole ou vers les psychologues pour échanger aussi dans un autre temps. Parce que nous, les assistantes sociales, on échange, on discute, on est là pour écouter, recueillir la parole, mais on n'est pas psychologue, donc d'où l'intérêt de cette équipe pluridisciplinaire. Et à quel moment, en fait, on sollicite des aides plus spécifiques pour les soins palliatifs. Donc il y a quand même des critères bien particuliers, et c'est vrai que là, la question de la fin de vie et de la mort se pose. Donc à quel moment on peut solliciter le fonds FNAS, donc le Fonds national d'action sanitaire et sociale de la CPAM. Donc ça, c'est porté plutôt par les HAD et les DAC. Dans le Finistère. Ah, moi, je parle du Finistère, du coup. Mais il existe aussi depuis
peu de temps, et c'est peu connu quand même, les dons de jours de congé. Donc c'est vrai que les personnes aidantes peuvent obtenir des jours de congé de leurs collègues de travail, mais c'est peu connu. Et même les entreprises, enfin certaines entreprises communiquent dessus, mais d'autres, ça semble quand même plus complexe, cette question. Et c'est pas spécifique aux enfants, parce qu'au départ c'était ça, c'était pour accompagner un enfant, ça date de 2014, mais maintenant c'est vraiment dès qu'on a un proche en situation difficile. Et c'est vrai que la question là, en l'occurrence, c'était madame, donc monsieur en fait avait les revenus principaux du ménage. Avec un logement de fonction. Donc c'était la question en fait où je vais aller avec mes enfants une fois qu'il sera décédé. Qu'est-ce que l'entreprise en fait sera d'accord d'accepter, combien de temps je vais pouvoir rester dans le logement. Et avant le décès, c'est aussi s'assurer des dépenses quotidiennes que tout à chacun a. Donc avec cette perte de revenus pour madame, puisque in fine, elle a dû arrêter son travail pour accompagner ses enfants et accompagner son époux. Donc les congés de proches aidants ou le congé de solidarité familiale, alors, sont des congés qui existent, qu'on peut avoir, qu'on peut obtenir, mais il faut savoir que ces congés en fait ne sont pas rémunérés. Donc c'est un droit, mais les congés sont rémunérés soit de 21 jours, soit de 66 jours sur une carrière. Donc du coup, on voit bien qu'il y a quand même une perte de revenus. Donc la question de l'arrêt de travail se pose souvent pour ces aidants, effectivement. Puisque l'arrêt de travail, alors c'est vrai normalement on ne peut pas avoir un arrêt de travail quand on est aidant, enfin c'est pas prévu comme ça. Mais la question financière se pose et l'arrêt de travail permet en tout cas de garder même s'il y a une perte de revenus, mais moindre que si on est en congé de proche aidant ou congé de solidarité familiale. Donc rapidement, par rapport à la situation pour donc là une personne qui avait plus de 60 ans, qui était mariée avec un conjoint plus âgé, des enfants, un à proximité géographique, l'autre hors région, et propriétaire du logement. Les répercussions sociales qui avaient été identifiées, c'est repenser l'organisation du couple quotidien. Donc ça, c'est vraiment à chaque fois. Reconnaître le besoin d'aide et de soutien, les solidarités familiales, toujours, qui fait quoi, qui peut faire quoi et comment, quelles sont les limites de chacun. L'inversion des rôles, donc ça on en avait déjà parlé ce matin, on devient le parent de son parent. L'accessibilité du logement, puisque là c'était au 3e sans ascenseur, je crois. Maintenir une vie sociale, comment on continue le quotidien et ne pas être trop isolé dans cette situation. Le coût du maintien à domicile, donc ça on n'en a peut-être pas trop parlé jusque-là, mais 1 heure d'aide à domicile, c'est combien maintenant? Plus de 25 €? Entre 30 et 35 €. Donc moi ça fait 4 ans que je suis plus sur le terrain, donc c'est ça, voilà, entre 30 et 35 €. Donc en fonction du nombre d'heures, on voit bien qu'il y a un coût conséquent. Et puis, quelque chose dont on n'a pas encore parlé, c'est le placement en institution. Quand on n'y arrive plus à la maison, qu'il faut en envisager un autre lieu de vie. Et dans les situations notamment là, de personnes âgées, c'est des couples qui sont en couple depuis très longtemps. Et cette séparation, c'est l'abandon. Et c'est vraiment un problème de loyauté qui se pose. Donc rapidement, les situations spécifiques, les dispositifs spécifiques en lien avec les soins palliatifs, ce sera les mêmes, peu importe l'âge. Mais par contre, là, on va plus particulièrement faire une demande d'APA, donc d'allocation personnalisée à l'autonomie, réfléchir au lieu de répit, et puis aussi orienter avec le café des aidants, ce genre de choses qui peuvent exister sur le territoire. Donc là, notre rôle, du coup, le rôle de l'assistante sociale est assez important. Donc notre rôle, c'est vraiment de repérer les aidants invisibles, comme on disait jusque-là, prévenir les situations de rupture et d'épuisement,
jusqu'où on va, où on s'arrête, à quel moment on prend conscience en fait qu'on est aidant et qu'on est épuisé et accepter l'épuisement. Favoriser l'accès aux droits, coordonner les aides, puisque c'est souvent ça en fait notre rôle et la difficulté, c'est de repositionner, repenser en fait le domicile et peut-être de trouver des petites astuces ou mettre en place des aides humaines. Ça peut être du matériel aussi, ça peut être du portage de repas, enfin, et trouver en corrélation avec le budget, puisque c'est un peu aussi le nerf de la guerre. Hein. L'argent, malheureusement, c'est aussi les freins à la mise en place des aides. Donc soutenir le lien social, rompre l'isolement des aidants, ça c'est... Donc on oriente beaucoup vers les associations ou le tissu associatif sur un territoire donné. Et préserver la relation aidant-aidé aussi. Parce que donc des fois, juste mettre en place un passage infirmier le matin ou une fois par semaine pour faire la douche, ça peut permettre aussi à l'aidant de ne plus être tout le temps dans cette relation de soins. Et anticiper les conséquences sociales du décès. Donc ça, c'est vrai que c'est des choses qu'on aborde régulièrement. Le après et comment reprendre sa vie après avoir mis sa vie entre parenthèses hors du temps, du coup que je reprends les termes de ce matin. Donc avoir un temps d'assistante sociale dans une équipe, ça permet aussi d'avoir un autre regard, de compléter dans l'équipe pluridisciplinaire. On a vraiment, nous, une vision d'ensemble sur le contexte socio-économique, sur les conditions de vie, les ressources familiales, pas forcément les ressources financières, mais les capacités à pouvoir faire un certain nombre de choses. Sur les vulnérabilités qui peuvent exister avant la situation de la maladie et puis sur tous les facteurs environnementaux. On est vraiment spécialisé pour repérer tout ce qui est les inégalités sociales et puis après on a une bonne connaissance des territoires, donc c'est un atout. Pour conclure, donc, ce qu'on voulait passer comme message, c'est faire attention à la sous-estimation des répercussions au quotidien. On n'imagine pas forcément tout ce que ça va impliquer pour les aidants. C'est intéressant de travailler en équipe sur les clignotants, les questions types qu'on peut travailler ensemble, notamment dans les équipes mobiles par exemple, pour repérer les besoins des aidants quand on va au domicile, sur l'épuisement. Quels sont les types d'aides qui sont contraignantes pour la personne, et ça va être différent d'une personne à une autre. Et puis les limites. Connaître les ressources territoriales, et là aussi, on voit qu'il y a plein d'inégalités territoriales. Ce qui existe sur un territoire, c'est pas la même chose sur l'autre. Voilà, il y a tous ces éléments-là. Et puis, penser l'après-aidance. Donc ça, on a commencé à en parler un peu ce matin. Mais c'est tout le vide qui se passe après, c'est l'accompagnement au deuil, et c'est quels sont les relais, qu'est-ce qu'on fait, et jusqu'où va une équipe, combien de temps on peut continuer les accompagnements après le décès. Et puis avoir un temps social, un temps d'une assistante sociale dans les équipes, on pense que c'est vraiment bénéfique. Merci à vous.